Bonjour et bienvenue à Ci et Ça, notre programme où on visite avec les gens de la communauté franco-louisianaise, la communauté de langue française en Louisiane. Mon nom c'est Maggie Perkins et aujourd'hui on a le plaisir de visiter avec Monsieur Jean-Robert Frigo. Bonjour Jean. Bonjour, Bienvenue, bonjour. merci d'être ici. D'habitude, j'aime commencer avec une question sur d'où tu viens ou où tu étais né. Pour toi, ça c'est une question, je crois, un peu plus intéressante que d'habitude parce que tu es tu es Louisianais, mais en même temps tu es acadien, mais en même temps tu as fait un peu. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis né à la Nouvelle-Orléans. Mon père a été étudié à Charity Hospital. Et donc, on m'a eu comme anchor baby en Louisiane. Et il a retourné au Canada, au Nouveau-Brunswick, à Tracadie. Et j'ai grandi dans un petit village, à grosseur de Marmou à peu près, avec une population à peu près semblable. Là. Beaucoup de monde avec des noms anglais qui ne parlaient pas anglais du tout, et beaucoup d'Acadiens. Donc, Et ça, c'est près de Tracadie? Tout le village de Tracadie est divisé en deux. On a des McLaughlin, Wade, Drysdale. Mais ils parlent français. Ils parlent juste français. Et quand ils se promènent à l'extérieur, le monde dit toujours « Ah, you're a French McGraw. OK. Ah, you're a French Ward. » Yeah. C'est comme les Muggy. Oui, c'est exactement comme les Shaq Snyder, les Romero. Oui, oui. Okay. Et c'est pour ça, oui, c'était... Alors, tu étais là jusqu'à quand? Jusqu'à quel âge? J'ai fait toutes mes études à l'école secondaire là. Et après ça, j'étais à l'Université de Moncton. Et quand j'ai gradué, j'ai commencé à déménager vers les grandes villes. J'étais à Montréal. Et j'ai commencé dans... J'étais chanceux, j'ai commencé dans la publicité avec des publicités nationales, ça veut dire dans les agences de publicité, pour des gros journaux. C'est juste une chance. J'ai eu le Globe and Mail de Toronto et le journal Le Devoir. Et ça a été mon apprentissage de la communication et de comment on fait pour vendre un peu des idées. J'étais plus ou moins le top salesman ou pas, là, mais c'était intéressant. Ça a été une belle expérience dans ma vingtaine. OK. Et comment est-ce que tu es arrivé ici? Ça c'est vraiment retourné. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai retourné au Nouveau-Brunswick pour travailler pour les sociétés culturelles. Et un de mes amis, Daniel Thériault, m'a dit « Ah, mais t'aimes la Louisiane, puis tu parles toujours de la Louisiane, puis tu viens de la Louisiane, mais pourquoi tu n'appliques pas? Il y a une position ouverte au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour envoyer quelqu'un en Louisiane. » Et c'était payé par le gouvernement du Canada. Et j'ai appliqué, mais je n'avais pas de réponse. Il n'y avait rien qui font. J'ai pensé qu'ils m'ont oublié. Et tout d'un coup, rendu au printemps 1990, ils m'ont appelé. Ils ont dit Est-ce que tu l'as vu J'ai dit Oui. Pas d'entrevue, rien. Oui, il dit parce que si, d'une façon ou d'une autre, si ça ne fonctionne pas, on va fermer le poste dans 6 mois. C'était quoi le poste? Le poste, c'était Canadian Affairs Advisor. Donc, c'est une sorte d'aviseur auprès du codophile sur les affaires canadiennes-acadiennes. Wow, okay. C'était vraiment un lien entre la province du Nouveau-Brunswick et le gouvernement, le codophile, si vous voulez. Mais c'est cool. Et c'est ça, je suis rentré dans le pays la même journée que Saddam Hussein a envahi le Koweït. Ah oui. Et que le monde se sont mis à mettre là, les petits rubans jaunes autour des chaînes vertes. Oui. Ouais. Fait que j'étais comme, oh, OK. Est-ce que ça se fait au Canada? Hein? Ça se fait au Canada, non, les rubans jaunes? Ça, c'était nouveau là, pour moi. Ouais, c'était vraiment nouveau. Ouais. Tu as dit que ton collègue il a dit que tu parlais tout le temps de la Louisiane. Alors, tu avais des souvenirs de ton enfance en Louisiane?
Ou c'était Ouais. plutôt tes parents qui t'en ont parlé? Oui. Ben moi, j'avais pas des souvenirs parce que j'étais quand même trop jeune. Mes frères ont été à l'école à la Nouvelle-Orléans. Mais moi, comme tel, j'étais revenu dans les années 78, 79, faire un tour, voir, parce que je pouvais regarder la carte, là, et ça disait la paroisse Évangéline, paroisse Acadie. Donc, je m'imaginais qu'il y avait des gens un peu comme moi. Moi, quand j'ai grandi à Tracadie, le concept acadien, puis le drapeau acadien, puis tout ça, c'était presque inexistant là, dans ma jeunesse. C'est apparu en même temps que moi, là. Oui. Pas à cause de moi, mais les gens ont commencé à cause se de toi. réveiller. C'est toi, grâce à toi. À se réveiller. Mais c'était bizarre parce que j'ai vu ce phénomène, le même phénomène qu'il y a eu ici, des historiens, Karl Brasseux, puis ça, là, arriver avec leur histoire, puis à mieux rechercher. Bien, on a eu le même phénomène et nous autres, ça a peut-être plus cimenté plus rapidement parce qu'on était plus homogène. Il y avait moins d'Américains dans nos rangs. Là. Mais c'était vraiment comme un mouvement, oui. Oui, c'était un mouvement, ouais. Est-ce que tu t'es trouvé là-dedans? Est-ce que ça t'a pris le mouvement? Ou est-ce que c'était plus tard? Parce qu'à cette heure, tu t'impliques beaucoup dans la francophonie louisianaise, dans les relations entre Acadie et la Louisiane. Mais est-ce que ça c'était toujours comme ça ou tu as eu un moment révélateur? Ou... Mais je pense que mon moment a été presque au début quand j'ai rencontré Richard Guidry puis le juge Babineau. Il y a beaucoup de monde qui me parle de Richard Guidry comme si c'est comme tu peux pas le manquer, le saint patron de la francophonie louisianaise. Je me suis promené à travers le sud-ouest de la Louisiane avec Richard pour aller voir les écoles parce qu'on avait commencé à faire venir des enseignants de Nouveau-Brunswick. Puis, à un moment donné, il était capable vraiment d'expliquer l'histoire que moi, je ne connaissais pas. Je veux dire, c'est parce que tu n'apprends pas ça. C'était multidisciplinaire. C'est par la linguistique qui était rentrée dans son histoire. Mais moi, c'était plus que ça. Il était capable vraiment de nommer d'une façon peut-être un peu plus subjective. C'est ça qui était plaisant. Là. Et, ben, dans tel endroit, il y a telle chose qui s'est passée. Donc, ou telle fleur. Il était capable de nommer celle-là, puis elle est inexistante, mais oui. c'est pas une vraie, mais c'est beau. Alors, tu étais ici pendant les années 90, oui? Ouais. Et puis, tu as parti. Oui, j'ai retourné après que le contrat a été terminé, parce que d'une façon ou d'une autre, le gouvernement canadien allait couper ces fonds-là. Fait que j'ai resté 6 ans au Codophile et je suis retourné juste pour me revenir de nouveau quand le Congrès mondial, il y a eu des changements, Codophile, tout ça. Et je suis revenu pour le Congrès, pour préparer le Congrès mondial avec Brian Como. Fait que ça, c'était une belle expérience, parce que là, ça me lançait dans toutes les régions, dans tous les villages, parler à beaucoup de monde. Parce que le Congrès mondial en Louisiane, c'est vraiment pas fait par le comité du Congrès, il s'est fait par les gens de Donaldsonville, Plaquemine, le Lac-Charles, Jennings. C'est tout ce monde-là. Et tu avais juste besoin d'aller t'asseoir avec monsieur le maire, quelqu'un du conseil de police jury, du jury de police, le plus gros employeur de la place. Puis ici, en Louisiane, on n'a pas besoin de grand-chose. On est capable de faire... On sait comment faire un party, là. Oui. Donc, pour moi, ça a été extraordinaire. J'ai vraiment rencontré beaucoup de gens, là. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment une âme française partout en Louisiane. Mais on a beaucoup, beaucoup de misère à les toucher parce qu'il y a une certaine forme d'isolement. Si tu viens de Plaquemine, sur le bord de la paroisse Iberville, tu travailles, tu n'as pas vraiment le temps d'aller courir à Lafayette ou de courir... mais tu as une communauté française, là, tu as un festival acadien, là, puis tu as... Surtout avec le bassin. Je trouve qu'il y a ce côté du bassin, puis ce côté du bassin. Ouais. Puis c'est vraiment... Il y a une séparation, là.
Mais c'est du monde extrêmement intéressant que je ne peux pas rejoindre très souvent parce qu'on n'a pas le codophile. On dirait qu'on essaie d'implanter des choses un peu partout, mais comme là, on travaille avec les avoyelles qui se sentaient beaucoup plus éloignés. Et à l'écart, oui, pour eux autres. Et c'est le fun parce que, tu sais, même eux se disent, ben, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est des Acadiens, des Créoles ou des Français coloniales? Ils viennent de partout, là. Oui, mais on peut juste dire Louisianais. Hein, on est Louisianais. Ouais. Je sais que quand on dit ça, on oublie un peu le Nord. C'est comme... Ouais. Mais en même temps, on a eu des bons gens du Nord qui sont descendus puis qui ont appris le français. Puis Oui. eux aussi. Mais Et ça, c'est juste simple de dire Louisianais. Oui. Tout le monde comprend. Oui. Pas besoin même de rajouter franco, parce qu'en réalité, tout le monde l'est. Et, comme tu dis, les gens du Nord qui adhèrent à nos valeurs, à notre culture, ils sont des... Alors, tu travailles toujours pour le Codophile. Est-ce que c'est depuis 99 que tu travailles? J'ai retourné encore et j'ai travaillé pour des musées. J'ai travaillé aussi pour la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. J'étais justement un agent sur le terrain. Ils appellent ça du fieldwork, l'animation culturelle, travailler avec des organismes, les minutes des assemblées, voir ce que les assemblées se fassent, ramener un peu ce qui avait été passé par les groupes. Parce que, tu vois, les autres avaient créé un peu des groupes un peu partout pour donner à leur organisme plus d'informations de qu'est-ce que c'est qu'étaient les priorités sur le terrain. Et naturellement, comme chaque humain, on a toujours des divergences avec « Ah, ben oui, mais eux autres, vous ne faites pas ça comme il faut. » Et puis, l'agent est obligé. C'est un peu la même chose que quand je suis revenu. Ouais, avec les peu de moyens qu'on a eus pendant un bout de temps, on a travaillé avec... Alors ça, c'est une question. Est-ce que dans tes différents séjours codophiles ou tes différentes expériences avec le codophile et en travaillant pour la francophonie louisianaise, est-ce que tu as remarqué comme une atmosphère différente ou les choses qui ont beaucoup changé, comme tu es de retour et tu dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais là, là? » À Parker River Ranch? Oui, à Parker River Ranch, oui, non. Moi, je trouve qu'il y a eu des gros changements. Quand on a fait un sondage vraiment scientifique là, dans les années 96, l'Université de Moncton, le centre sur les minorités, était venu voir comment était l'état du français en Louisiane chez les jeunes. Il avait passé tous les high schools et il avait fait passer un test aux 12e année, les seniors. Et du Lac-Charles jusqu'à La Fourche High, c'est-à-dire Barbe High, Beauchesne High, Lafayette High, Iota High. Et c'était pas très reluisant. Ça ne veut pas dire que les gens ne se sentaient pas cajuns. Et à ce moment-là, même, je dirais que les gens se sentaient plus cajuns que n'importe quoi d'autre. Parce qu'il avait même posé la question bien précise. Êtes-vous un Southerner? Êtes-vous un créole, un cajun, un francophone, un américain? Et je dirais comme à Beauchesne High, où je soupçonne qu'il y a des créoles là, à 85 là, tout le monde disait qu'ils se disaient cajun. Fait que ça dit que la langue était extrêmement faible là, chez les jeunes. Il y avait encore des personnes plus âgées qui parlaient français, là. Mais ça que je trouve à ça, quand je suis revenu, ouais, je trouve que les gens sont beaucoup plus... chez les jeunes, il y a vraiment quelque chose, et c'est pas juste à Lafayette. C'est ça que je trouve qui est extraordinaire. J'en trouve à Bâton-Rouge, j'en trouve à la Nouvelle-Orléans. OK. On trouve quoi? Qu'est-ce que c'est ces gens qui sont dédiés, intéressés par la langue, et soit qu'ils le pratiquent à la maison, ou que c'est la culture, ils ne veulent pas perdre leur héritage. Là. Et tout ce monde-là, à quelque part, cette jeunesse-là est en train de créer quelque chose.
Oui. Je ne sais pas c'est quoi que ça va donner, Oui. mais je ne suis pas pessimiste du tout. Hein. Mais quand tu dis ils ne veulent pas perdre la culture et tout ça, tu trouves que c'est différent que pendant les années 90, Ouais. quand c'était plutôt une étiquette de dire je suis Cajun ou C'est ça. c'était. Ouais. Ça Ben, parlait pas on n'y le français. pensait pas trop, on n'y jonglait pas trop, on disait oh ouais, je suis Cajun et c'est tout. Ça va survivre, on n'a pas besoin vraiment de travailler, pas Ouais. besoin de faire d'efforts. Tu sais, j'ai ma job offshore, puis je paye mes factures, puis je n'ai pas à me tracasser de... Ça, c'est ouais. intéressant. L'idée que peut-être c'est à cause du doute, là, comme, oh non, peut-être qu'on va le perdre, il faut faire quelque chose. Hein. Oui, et je pense que toute la question de la langue, parce que pour moi, au début, dans les années 90, c'était la culture acadienne, la culture cajun qui m'intéressait. Et j'avais assez de débats là-dessus, pour savoir est-ce que c'est plus important la langue que la culture, parce que tu peux parler seulement anglais puis être un cajun. Oui. OK. Tu peux faire des boucheries, puis Ouais. aller à la pêche, puis faire récolte, tout ça. Mais je pense que c'est les jeunes, dont c'est Stephen Ortega surtout, qui m'a dit, oui, mais il y a un problème là. Si tu continues à dire ça, à un moment donné, on va demander à un jeune, es-tu cajun ou es-tu créole ou es-tu franco-louisianais ou louisianais qui parle français? Puis il va dire, I don't know, because j'ai même pas de grands-parents qui parlent. Tu sais, on parle tous la même chose et on vit tous du même, de la même source. Il n'y a rien de mal d'être un Américain, là. C'est juste que c'est que tu peux être un... Il n'y a rien de plus beau que d'être un Cajun américain, genre. Oui. Ça fait que c'est pas... Un n'empêche pas l'autre, là. Est-ce que c'est... Comment est-ce que ça marche en Acadie, tu trouves, avec être Canadien versus être Acadien? Mais je sais que tous les Acadiens, la majorité, c'est la grande majorité, le consensus, c'est que ils sont des Canadiens. Ils sont Acadiens premiers, mais ils sont des Canadiens après. Il n'y a pas de honte là-dedans. Je pense que ça a été plus difficile pour les Québécois. Oui, parce que je trouve que c'est similaire ici, que tout le monde dit, j'ai entendu la même chose des Cajuns et des Créoles ici. Je suis Cajun, je suis Créole, premièrement. Puis deuxièmement, je suis Américain. Mais on ne voit pas ça comme deux choses qui vraiment problématiques. Tu peux être les deux. On ne va pas quitter les États-Unis ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas ce désir-là. Il n'y a pas ce désir, non. Et je pense que c'est ça qui enrichit, parce que là, ça que je commence à voir, c'est que le 21e siècle a rejoint les jeunes ici aussi. Et les jeunes commencent à voir que si tu parles français, on a des exemples de réussite à l'extérieur. Tu sais. Quand je pense à l'ambassade américaine à Paris, qu'il y avait le premier personne responsable culturelle, l'attaché culturel, venait de Lafayette, tu sais, qui avait un doctorat de l'université ici. Ça veut dire qu'il y a des jobs à l'extérieur. J'en rencontre des gens qui me disent « on m'a engagé parce que je parlais français ». Bon, ils disaient « ah, je ne trouvais pas que je parlais bien français, mais j'étais capable de me débrouiller au Niger ou en Algérie ou dans le pétrole ou... je retrouve des choses intéressantes qui se passent par rapport à la jeunesse, là, qui sont moins traumatisés que les plus vieux. Oui. Est-ce que tu trouves que comment est-ce que ça marche avec les générations? Parce que toi, tu as un contact avec à peu près tout le monde. Tu as un contact avec les jeunes, les plus âgés, tout ce monde-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a... Moi, je suis toujours un peu curieuse en tant que jeune et en tant que quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à l'extérieur, en France, au Canada et tout ça. Mais tout ce que moi, je sais, c'est que quand je parle avec les personnes d'ici, les personnes âgées, ils remarquent mon accent, puis tout ça. Et ils disent, ils savent que je viens, même si je viens de Lafayette, que peut-être mon accent ou mon français ne vient pas directement sans l'influence de Lafayette. Mais comment est-ce que ça marche parce que tu gères, il y a le Code de fil, il y a tous ces professeurs, il y a tout ce monde d'ailleurs qui s'intègre un peu dans la Louisiane, qui s'installe ici. Comment est-ce que ça marche est-ce que tu trouves avec... Mais tu vois, moi, j'ai l'exemple, c'est pour ça que je trouvais que j'étais comme chanceux, parce que j'ai l'exemple de mon neveu
Sam McLaughlin, il parle juste français. Et quand je le vois avec son arrière-grand-oncle, qui était un Acadien fermier, tout ça, bien, les deux ont deux langages, là, parce que la télévision puis le 20e siècle a fait que Alexandre a un français beaucoup mieux que mon grand-oncle, son grand-oncle à lui plutôt. Et quand je le vois ici, je vois encore la même chose. Je vois quand je parle à des personnes plus âgées, ils me disent toutes, ah, ben le français est en train de mourir en Louisiane, parce que c'est un peu leur français qui est en train de disparaître. C'est-à-dire le français de la ferme. C'est-à-dire celui qui dit d'avoir des charrues, puis des bourriquets, puis... mais tu n'auras pas un grand bourriquet dans ta vie, et une charrue, je ne sais pas ce que tu pourrais faire avec. Fait, il y a cette dimension-là qui se passe, et les vieux qui sont plutôt rurales, et qui voient le phénomène se passer, ils voient plutôt les jeunes s'en aller, et les jeunes qui restent dans les villages ne parlent pas le français. Oui. Mais ça, c'est un problème partout dans le monde. Un peu il y a une chanson des Hey Babies, Make Whacking Back, oui. Et c'est sûr, ben, tous les mouvements vers Moncton et tout ça. Et c'est pas une question de langue même, là, c'est juste une question de population. Ça, c'est un peu un phénomène dans le monde. À cette heure que tout le monde va en ville, on quitte les petits villages. Ce qui est vraiment dommage. D'un côté, je comprends que ça, c'est un peu bouleversant et c'est... Ben, moi, j'aime les petits... Même si j'habite en ville. J'aime les villages, oui. J'aime les petits villages. J'adore aller à Arnaudville, puis à Sunset, puis à... je sais pas, même Karen Crow. Mais on sait que même le langage là va changer. Et le langage avait déjà changé pour les Cajuns, selon Richard Guidry, encore, entre les années 1800, où les gens n'étaient pas si illettrés que ça. Là. Moi, j'ai lu des textes de Castille qui venaient de la prairie des femmes. Son français était vraiment bien écrit, là. C'est sûr que si tu n'enseignes pas le français dans les écoles à partir de 1921, et tu as tout le traumatisme, là, ça, ouais, ça aide pas. Mais ça fait que c'était plutôt... Il y a peut-être eu un français qui s'est comme cimenté dans les petits villages, et puis ces gens-là sentent que, oui, leur langage est en train... Mais ça que tu parles, c'est du français, et c'est du français louisianais. Et j'ai même pas de problème avec les... Techniquement, je suis louisianaise et je parle français. Oui, c'est français louisianais. Moi, je trouve que c'est un bel... Et c'est là ce que l'enrichissement de ce qu'on va avoir. C'est de voir une journée, un jeune dans une classe d'immersion qui est capable de dire à quelqu'un de la France, qui dit « Ah, mais on dit pas ça en France, c'est pas... » Et le jeune dit « Ah, mais il dit ça au Mali parce que mon professeur malien m'a dit que ça le disait. » Mais il y a plein de choses qu'ils disent en France aussi. Moi, j'ai passé un an à Poitiers, et puis à Poitiers, dans les alentours, ils disent « barrer la porte ». Ils disent des affaires comme ça. Tu sais, il y avait plein de choses que... Quand je dis « on dit ça en Louisiane », ils ont dit « Ah, ça c'est comme mes grands-parents. Ça, c'est comme le patois de mes grands-parents ou quelque chose comme ça. » Donc, c'est pas si limité que ça. Non. Et tu vois, mon petit séjour au journal Le Devoir à Montréal, qui est un journal très francophone, puis très... il y avait beaucoup de puristes là aussi. J'appelle ça des puristes, ceux qui essaient de mettre la langue française là. Et moi, je pense qu'il y a toutes sortes d'accents en Louisiane. Oui. Et il y a toutes sortes de... Est-ce que c'est... Ouais. Bon. Ah, c'est bon? OK. OK. Non, oui. Parce que je vois ça comme un phénomène, là. Et même s'il y a certaines personnes âgées qui pensent que c'est en train de périr, c'est sûr qu'on n'a pas les normes... On n'a plus 700 000 personnes qui parlent français en Louisiane. Mais... moi, je crois qu'on en a plus que les 144 000 que le recensement donne. Ouais. Je dirais qu'on est à 250 000. OK. Ouais. Moi, je crois que ça, c'est tout. On a plus de temps. Mais merci d'être ici et à la prochaine fois. On se voit bientôt.